La douce lumière du dé à travers le paisible quartier résidentiel de la banlieue de Boston. Dans sa maison blanche, face à Commonwealth Avenue, Julia Carter s'activait à ses préparatifs matinaux. La lumière dorée qui filtrait par la fenêtre de la cuisine se reflétait brillamment sur le plan de travail poli. « Maman, papa vient à mon match aujourd'hui ?» Noah, son fils de 8 ans, ajusta le col de son uniforme. Son regard innocent cherchait le réconfort. Julia hésita. Son mari, Daniel, avait manqué de plus en plus de matchs de baseball de leur fils ces derniers temps. Elle força un petit sourire et continua à mettre des sandwichs dans la boîte à lunch de Noah. « Eh bien, papa a l'air occupé, » répondit-elle vaguement. Noah, un enfant vif et réfléchi, acquiesça, malgré la déception qui se lisait sur son visage. Il était exceptionnellement mature pour son âge, excellait à l'école, surtout en mathématiques, et était apprécié de ses coéquipiers de baseball. Leur matinée suivait un rythme familier. Julia préparait le petit déjeuner et s'assurait que Noah soit prêt pour l'école à 8 heures. De 9 heures à 18 heures, elle gérait son magasin de fleurs, Blooming Days. Depuis l'université, elle rêvait d'aider ses clients à exprimer leurs sentiments les plus profonds à travers les fleurs. Daniel, autrefois père et mari dévoué, rentrait à la maison vers 19 heures. Mais ces derniers temps, ses arrivées étaient de plus en plus tardives. Julia se retrouvait souvent à l'attendre pour entendre la porte d'entrée grincer après minuit. Ce matin-là, alors qu'elle ouvrait les volets de la boutique, un souvenir lui revint en mémoire, 10 ans plus tôt. C'était là qu'elle avait rencontré Daniel pour la première fois. À l'époque, Daniel était un homme d'affaires élégant, associé prometteur chez Mitchell & Associates, un prestigieux cabinet comptable. Il était entré dans la boutique avec assurance, commandant des fleurs pour son frère jumeau, David. « Mon frère adore les fleurs d'un blanc immaculé », avait dit Daniel, son regard se posant sur les lys Casablanca. 3 mois plus tard, Julia et Daniel se mariaient. Leurs 5 premières années ensemble furent remplies de bonheur, et la naissance de Noah n'avait fait que renforcer leur lien. Ils passaient leurs dimanches avec la famille de Daniel, partageant des repas chaleureux et des rires. Sa mère, Eleanor, avait accueilli Julia à bras ouverts, et David, médecin urgentiste au Boston General Hospital, était devenu l'oncle adoré de Noah. Malgré leurs jumeaux, David et Daniel étaient très différents. David était expressif et attaché à sa famille, tandis que Daniel était méticuleux, parfois trop. Pourtant, leur lien avait toujours semblé indéfectible, mais tout a changé il y a 6 mois. À la mort d'Eleanor, un fossé invisible s'est creusé entre les frères. Les désaccords sur l'héritage se sont transformés en silence glacial, et les réunions de famille se sont raréfiées. Daniel s'est plongé dans le travail, rentrant tard, manquant des repas et des matchs de baseball. Seul David est resté présent, assistant au match de Noah et soutenant Julia de sa gentillesse indéfectible. Mercredi, c'était le jour des achats de fleurs. Julia a suivi sa routine habituelle. Elle a fait ses courses chez Whole Foods Market, puis s'est arrêtée au marché aux fleurs de Boston. Les fleurs fraîches la calmaient toujours, mais ce jour-là, quelque chose la rongeait. Daniel avait toujours été perfectionniste. Il avait un goût prononcé pour le luxe, une obsession pour les apparences. Mais récemment, ces tendances se sont intensifiées. Même le week-end, il était rivé à son téléphone, vêtu de costumes coûteux, et discutait rarement avec Noah. Il avait cessé d'assister aux réunions de parents d'élèves de l'école primaire Ward. À l'entraînement de baseball, seuls Julia et David observaient depuis le bord du terrain. Julia Sapira in regarding Commonwealth Avenue. Elle tourna distraitement son alliance sous le soleil. Daniel avait-il changé? Ou était-elle simplement aveugle à sa véritable identité? Le samedi précédent aurait dû être comme les autres, une journée passée à encourager Noah à Cold Spring Park. Mais ce matin-là, Daniel annonça quelque chose d'inhabituel. « Je dois consulter des documents importants. Je viendrai certainement au prochain match, » dit-il en levant à peine les yeux de son téléphone. Les épaules de Noah s'affaissèrent. « Ok, » murmura-t-il. Le cœur de Julia se serrait. Son fils apprenait à accepter l'absence de son père. Ce jour-là, Daniel s'enferma dans son bureau et parla à voix basse au téléphone. Il n'était même pas sorti déjeuner. La tension était palpable dans la maison. Tard ce soir-là, alors que Julia passait devant le bureau, elle entendit sa voix. « Oui, tout se passe bien. J'ai tout préparé à la perfection pour demain. » Un frisson la parcourut. Il y avait quelque chose dans sa voix,
quelque chose de distant et de calculé. Le lendemain matin, Julia se réveilla face à un spectacle inhabituel. Daniel préparait le petit déjeuner dans la cuisine. « Bonjour, Julia », la salua-t-il avec un sourire chaleureux. Son ton était plus doux qu'il ne l'avait été depuis des mois. Sur la table, des croissants frais, des œufs brouillés et une tasse de café, son préféré. « Je vais préparer un dîner spécial ce soir », ajouta-t-il. « Je n'ai pas passé assez de temps avec la famille », rayonna Noah. « Waouh, papa cuisine ». Daniel n'entrait dans la cuisine que pour se servir du whisky. Ce n'était pas dans ses habitudes. À 14 heures, alors qu'il travaillait au magasin, Julia reçut un SMS. « Je serai à la maison à 19 heures. J'ai hâte. » Quelque chose la mettait mal à l'aise. À 18h30, elle est allée chercher Noah à l'école. « Maman, tu crois que papa va vraiment cuisiner ?» demanda-t-il avec enthousiasme. « J'espère bien, » répondit Julia, même si une étrange appréhension la submergea. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, elle était baignée d'une douce lumière. La table était soigneusement dressée, avec une nappe inhabituelle et coûteuse. La vaisselle de poterie Barn qu'elle avait récemment achetée était soigneusement disposée. De la cuisine montait le riche parfum de la chaudrée de palourde de Nouvelle-Angleterre. Une focaccia fraîchement cuite refroidissait sur une grille. Une belle salade était posée sur la table. Pourtant, au lieu d'être réconfortée, Julia avait froid. Ce dîner était trop parfait. « Asseyez-vous », dit Daniel en posant les plats devant eux. Les yeux de Noah brillaient d'excitation. « Ça sent divinement bon. » Julia hésita, observant les moindres mouvements de son mari. Sa main sur le couteau était raide. Il regardait sans cesse l'horloge. Son téléphone vibrait sur le comptoir. À chaque fois, son expression se crispait. La première cuillerée de chaudrée était tiède et onctueuse. Mais alors que Julia avalait, une vague de vertige la submergea. « Maman, je me sens mal », la voix de Noah tremblait. Puis le monde tourna. Ses membres s'engourdirent. Elle essaya de se lever, mais s'effondra au sol. À côté d'elle, Noah tomba aussi. « Papa, à l'aide » gémit Noah. Daniel ne bougea pas. Il ne faisait qu'observer. Julia luttait pour rester consciente. Puis elle l'entendit. Sa voix était calme et froide. « Oui, c'est fait. Ils seront bientôt partis. » Son sang se glaça. Son mari les avait empoisonnés. Julia se força à fermer les yeux. À côté d'elle, Noah fit de même. Son garçon futé, il le comprenait. Des pas se rétractèrent dans le bureau. Le bruit du papier déchiqueté emplissait le silence. Restez immobile. Ne bougez pas. Les secondes se transformèrent en minutes. La pièce tournoyait, mais elle se concentrait sur une seule pensée, survivre. Protéger Noé. Puis la sonnette retentit. Le pas. La porte s'ouvrit en grinçant. Daniel, pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? La voix de David. Le cœur de Julia battait fort. Et puis, une autre voix. Police de Boston. Daniel Carter, nous devons vous parler. La voix de Daniel, d'habitude si posée, se brisa légèrement. David, que fais-tu ici? Julia ouvrit les yeux juste assez pour voir la scène se dérouler. David se tenait à la porte. Encadré par 3 policiers en uniforme, le regard de David se porta vers la salle à manger, au-delà de son frère. Son regard perçant se posa sur Julia et Noah. Étendu immobile sur le sol, son expression s'assombrit. « Julia, Noah » appela-t-il en s'avançant. À cet instant, Julia comprit le danger de révéler trop tôt qu'ils étaient encore conscients. Mais avant qu'elle puisse décider quoi faire, Noah gémit doucement. Le visage de David se tordit de fureur. « Mais qu'est-ce que tu leur as fait, Daniel ?» Les policiers échangèrent un regard. L'un d'eux, l'inspecteur Foster, fit un pas à l'intérieur. « Monsieur, nous vous demandons de vous écarter. » Le visage de Daniel pâlit. « Il y a eu un malentendu, » dit-il précipitamment. « Ma femme et mon fils se sont effondrés subitement. J'allais appeler à l'aide. » David serrait les poings. « Mentus !» Julia prit une inspiration tremblante, se forçant à se redresser. « David !» Sa voix était rauque, ses membres faibles. Elle se tourna vers les officiers. « Nous étions empoisonnés. » Les policiers se mirent au garde-à-vous. L'un d'eux appela immédiatement les secours, tandis qu'un autre lança un regard dur à Daniel. « Monsieur Carter, il nous faut vous accompagner. »« Je n'y suis pour rien. » La voix de Daniel tremblait. Julia, encore faible, attrapa son téléphone sur la table à manger. Les mains tremblantes, elle passa l'enregistrement qu'elle avait fait en secret. « Oui, c'est fait.
Ils seront bientôt partis. L'enregistrement résonna dans la pièce. Silence. Puis, d'un geste rapide, l'inspecteur Foster s'avança. Daniel Carter, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Le visage de Daniel se crispa d'incrédulité. Attendez, ce n'est pas ce que vous croyez. Mais les policiers ne l'écoutèrent pas. Ils lui menottèrent les mains dans le dos et lui lurent ses droits. Noah, encore tremblant, s'accrocha à Julia. « Mais, David se précipita vers eux. « C'est fini, murmura-t-il. Tu es en sécurité maintenant. » Quelques heures plus tard, Julia était assise dans une salle d'interrogatoire stérile, les mains serrées autour d'une tasse de thé chaud. En face d'elle, l'inspecteur Foster avait l'air sombre. Daniel avait refusé de parler. Mais les preuves, l'enregistrement, la nourriture empoisonnée et le témoignage de David étaient accablants. La question persistait. Pourquoi? David s'éclaircit la gorge. Julia, il faut que je te dise quelque chose. Elle leva les yeux. David expira. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Mais je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. Il a sorti son téléphone, a parcouru ses messages avant de le lui tendre. Regarde-moi ça. Julia scruta l'écran. Des messages entre Daniel et Sarah Collins, sa subordonnée bien plus jeune au sein de l'entreprise. Les textes étaient explicites. Projet de déménagement à Dubaï. Discussion sur des comptes offshore. Il mentionnait même des dettes de jeu dépassant le $1 million. Ses mains se crispèrent sur le téléphone. Il avait l'intention de nous quitter. David acquiesça. Et il avait besoin d'argent pour y parvenir. L'entreprise avait déjà ouvert une enquête pour détournement de fonds. Mais le vrai jackpot, soupira-t-il. L'héritage d'Eleanor. Julia S.E. Sentimental. Daniel avait toujours été ambitieux. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il irait aussi loin. Jusqu'à la trahir. Pour tenter de tuer leur fils. L'inspecteur Foster a pris le relais. Nous avons retrouvé une récente police d'assurance vie souscrite par Daniel sur vous et Noah. $5 millions. Julia était glaciale. Son mari avait tout planifié. L'affaire, les dettes, le meurtre de sa famille. Tout ça pour l'argent. Et si David n'était pas arrivé à ce moment-là, Julia et Noah seraient morts. Un mois s'était écoulé depuis cette nuit fatidique. Daniel attendait son procès. Sa maîtresse, Sarah Collins, avait également été arrêtée pour implication dans une fraude financière. Julia et Noah avaient emménagé temporairement chez David. Il avait insisté, refusant de les laisser seuls dans une période aussi difficile. Par un chaud après-midi à Cold Spring Park, Noah jouait à la balle avec son oncle. Le soleil filtrait à travers les arbres, projetant une lumière dorée sur le terrain de baseball. Julia observait la scène depuis les tribunes, le cœur plus léger que jamais depuis des mois. Noah rit and attrapait le ballon. Il souriait à nouveau. David s'approcha d'elle en courant et lui tendit une bouteille d'eau. « Il va bien ?» acquiesça Julia. « Il est fort. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, à regarder Noah. « T'ai-je déjà raconté ce qu'Eleanor disait à propos de la famille ?» demanda soudain David. Julia secoua la tête. Il sourit faiblement. « La famille, ce n'est pas que le sang. Ce sont les gens qui vous soutiennent quand tout s'écroule. » Sa poitrine se serra. Noah accourut, le front luisant de sueur. « Maman, as-tu encore peur de papa ?» Julia croisa le regard clair et inflexible de son fils. « Non, mon chéri, dit-elle doucement. Je n'ai plus peur. Parce que nous avons notre vraie famille. » Noah sourit et lui serra la main. À cet instant, Julia comprit. Ils étaient enfin libres. Les jours qui suivirent l'arrestation de Daniel lui parurent surréalistes. Julia avait passé 10 ans à construire sa vie avec un homme qu'elle croyait connaître, pour finalement découvrir qu'il menait une double vie depuis le début. Elle refusait de se laisser briser par cela. Avec le soutien de David, elle s'est concentrée sur sa reconstruction. Elle retourna à Bloomingdale's, trouvant du réconfort dans les délicats pétales des lys de Casablanca, autrefois symbole de leur amour, aujourd'hui symbole de sa force. Noah poursuivit ses séances de thérapie. La psychologue assura à Julia qu'il se rétablissait bien. « Il est incroyablement résilient », lui a dit le docteur Patterson. « Mais il tire cela de vous. » Ces mots lui sont restés gravés dans la mémoire. Un après-midi, alors qu'elle composait un bouquet, la sonnette de la boutique retentit. Julia leva les yeux, s'attendant à une cliente. Mais elle se retrouva nez à nez avec l'inspecteur Foster. « Madame Carter, dit-il, j'ai des nouvelles de votre mari. »
Julia mit les listes de côté. Qu'est-ce que c'est? L'expression de Foster était indéchiffrable. Nous avons trouvé d'autres preuves. Des comptes offshore à Dubaï, en Suisse et aux îles Caïmans. Des millions de dollars. Il préparait ça depuis des années. Julius Sapira. Il ne sortira donc jamais. Le détective acquiesça. Pas de toute une vie. Compte tenu des accusations de tentative de meurtre, de fraude et de complot, il encourt une peine minimale de 25 ans, voire la perpétuité. Un immense soulagement l'envahit. C'était fini. Mais Foster hésita. Il y a autre chose. Elle fronça les sourcils. Quoi? Il glissa un dossier en papier craft sur le comptoir. Nous avons retrouvé les relevés bancaires de Sarah Collins. Elle recevait régulièrement des virements de Daniel, des mois avant la mort d'Eleanor. Le cœur de Julia s'est arrêté. Qu'est-ce que tu racontes? Murmura-t-elle. Foster croisa sans regard. Nous pensons que la mort d'Eleanor n'était pas naturelle. Les mains de Julia tremblaient en feuilletant les documents. D'après les documents financiers de Sarah, Daniel lui avait versé 50 000 $ la semaine précédant le décès soudain de sa mère. Un pot de vin. Julia en eut le souffle coupé. Tu penses qu'il a quelque chose à voir avec sa mort? Foster Sapira. On ne peut pas encore le prouver. La cause officielle était une crise cardiaque. Mais si nous rouvrons l'enquête, nous trouverons peut-être quelque chose. L'esprit de Julia s'emballa. Eleanor avait toujours été en bonne santé. Elle avait prévu de voyager en Italie cet été-là. Elle avait même acheté un nouveau gant de baseball à Noah une semaine avant sa mort. Mais après son décès, Daniel avait changé du jour au lendemain. Froid, distant, calculateur. Avait-il assassiné sa propre mère? Une vague de nausée la submergea. Mademoiselle Carter, si vous le souhaitez, nous pouvons demander une exhumation, dit doucement Foster. C'est à vous de décider. Les doigts de Julia se crispèrent en poing. Elle repensa au rire chaleureux d'Eleanor, à sa gentillesse, la façon dont elle l'avait traitée comme sa fille. Elle avait regardé Foster dans les yeux. Fais-le. Le processus a duré des semaines. Le tribunal a approuvé l'exhumation et les experts médico-légaux ont réexaminé le corps d'Eleanor. Puis, un soir, Foster a appelé. Julia, dit-il, nous avons trouvé des traces de digitaline dans l'organisme d'Eleanor. Ses genoux ont failli céder. Digital. Un médicament pour le cœur qui, à forte dose, pouvait provoquer un arrêt cardiaque. C'était un poison, exactement comme ce que Daniel avait fait sur elle et Noah. Des larmes lui brûlaient les yeux. Alors, il l'avait vraiment fait. La voix de Foster était solennelle. Nous alourdissons les charges en meurtre au premier degré. Julia pouvait à peine respirer. Daniel avait tué sa propre mère. Pour l'argent, pour le contrôle, pour le pouvoir. Et s'il s'en était tiré une fois, il avait prévu de recommencer. Au moment où le procès de Daniel s'ouvrit, l'affaire avait fait la une des journaux. Le sinistre complot d'assassinat d'un comptable de Boston était déjoué. Des jumeaux séparés. Les secrets les plus sombres d'une famille révélés. Comment une femme a déjoué les plans de son mari et sauvé son fils. Julia ne s'est pas intéressée à l'effervescence médiatique. Elle ne voulait que justice. La salle d'audience était pleine à craquer. David était assis à ses côtés tous les jours. Apportant un soutien silencieux, Noah resta chez lui, protégé de la tempête. L'accusation dressa un tableau clair. Daniel avait volé des millions à son entreprise. Il avait comploté la mort d'Eleanor pour s'assurer son héritage. Il avait tenté de tuer Julia et Noah pour toucher leur assurance-vie. La défense n'avait rien. Puis vint l'enregistrement. Quand le jury entendit la voix froide et calculatrice de Daniel. Oui, c'est fait. Ils seront bientôt partis. Il altère. Julia ne regarda même pas son mari. Elle ne regarda que le siège vide de Noah dans la salle d'audience. C'était pour lui. Pour leur avenir. Le jury n'a mis que 4 heures à se prononcer. Ils sont retournés dans la salle d'audience. Julia serra la main de David. Le juge se tourna vers le président. « Quel est votre verdict ?» Le président se leva. « Accusé de meurtre au premier degré, nous déclarons l'accusé coupable. » Des murmures parcoururent la salle. « Accusé de tentative de meurtre, nous le déclarons coupable. » Julia en eut le souffle coupé. Les verdicts de culpabilité se sont accumulés un à un. À la fin, le marteau du juge a claqué. L'accusé est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Silence. Puis, un soupir s'échappa des lèvres de Julia. C'était fini.
Daniel ne leur ferait plus jamais de mal. Elle se tourna vers David, d'une voix à peine murmurée. « Nous sommes libres. » Les mois passèrent. La vie est continue. Les jours florissants s'épanouirent. Julia a agrandi la boutique et a ajouté un atelier floral communautaire en l'honneur d'Eleanor. Noah prospère. Ses notes restaient excellentes. Et il jouait au baseball tous les samedis avec David. Un après-midi ensoleillé, ils se retrouvèrent ensemble à Cold Spring Park. En regardant Noah lancer un lancer parfait, Julia sourit. Elle avait tant perdu. Mais elle avait gagné plus. David la poussa du coude. « À quoi penses-tu » Elle soutint son regard. « À quel point on a de la chance. » Il rit. « Après tout ce qu'on a traversé, tu crois encore à la chance ?» Elle hocha la tête. « Parce qu'on a réussi. » Noah Kourut en Soliant. « Mais man, Uncle David, tu as vu ce Lancer? Julia, tu étais incroyable. » Tandis qu'ils riaient ensemble, le passé semblait enfin derrière elle. Elle avait survécu aux ténèbres. Elle entrait maintenant dans la lumière. Et pour la première fois depuis des années, il se sentait en sécurité. En sécurité.